Et installé officiellement dans ses nouvelles fonctions depuis 2 jours, le haut-commissaire Eric Spitz poursuit ses visites et prises de contact. Il s'est donc entretenu avec les collaborateurs des différents services du Haut-Commissariat ce matin. Certains d'entre eux le connaissent déjà. Eric Spitz a été secrétaire général du Haut-Commissariat de 2008 à 2010. Transition énergétique, accompagnement économique et social de la Polynésie, nucléaire, les dossiers qui attendent Eric Spitz sont nombreux. Et justement, le haut-commissaire de la République, Eric Spitz, est avec nous ce soir. Haut-commissaire Yorana. Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Alors, fin août, Emmanuel Macron annonçait la fin de l'abondance. À votre arrivée au Fénois, vous avez indiqué qu'il fallait cesser de demander toujours plus d'argent, mais plutôt créer de la richesse. Est-ce que cela signifie que les aides de l'État ont vocation à être limitées? Non, les aides de l'État n'ont bien évidemment pas vocation à être limitées. Je ne me souviens d'ailleurs plus d'avoir dit qu'il y aurait moins de subventions. J'ai simplement dit qu'il fallait créer de la valeur. Nous allons continuer à aider le pays à travers le renouvellement des conventions sur les contrats de développement, la convention santé. On va continuer à aider les communes avec un fonds pour les déchets, un fonds pour les infrastructures, et on va continuer aussi à aider les entreprises que nous avons beaucoup aidées, notamment pour ceux qui ont du mal à régler leurs dettes, en leur permettant de rembourser leurs prêts garantis par l'État sur 10 ans. Donc pas limiter les aides de l'État, mais les orienter. Je dis simplement que dans un pays où il n'y a pas de minima sociaux, où on pourrait peut-être aussi créer un minimum de revenus pour les gens qui n'ont plus rien, qu'il va falloir créer de la richesse si la Polynésie veut mettre en place éventuellement ce type de revenus. Dans quel secteur alors, vous pensez? Je pense au RSA, je pense à des personnes qui perdent leur emploi et qui se retrouvent du jour au lendemain sans aucun revenu. Il existe ce qu'on appelle d'un air un peu pompeux les amortisseurs sociaux, c'est-à-dire des choses qui permettent aux habitants de ne pas tomber dans le plus grand dénuement du jour au lendemain. Mais pour ça, il faut créer de la richesse. Voilà ce que je voulais dire. Vous avez aussi parlé de la transition énergétique, qui est un secteur que l'État soutiendra activement via un fonds dédié de 7 milliards de francs. Qui en bénéficiera et quand est-ce que ce sera mis en place? Alors, d'une manière générale, nous souhaitons que la Polynésie française soit un peu la vitrine de la transition écologique et énergétique dans la France et pourquoi pas dans le monde. Donc, le président a promis ce fonds doté de 5 milliards d'euros, 5 milliards de francs pacifiques. Et la condition, c'était que la Polynésie française transmette son plan pluriannuel d'énergie au ministère, qu'on le valide et qu'on met en place ce fonds. Donc ce fonds, le pays l'a transmis, c'est sur le point d'être validé, et d'ici la fin de l'année, ce fonds sera mis en place. Il a vocation à bénéficier aux entreprises. La Polynésie a tous les atouts, justement. Oui, la Polynésie dispose de tous les atouts pour être une des vitrines des transformations majeures du XXIe siècle. Et ce fonds bénéficiera aux entreprises. Il n'y a pas encore d'arbitrage qui a été pris pour savoir s'il bénéficierait aux communes. Mais moi, je constate sur d'autres fonds qu'on a du mal, des fois, à engager tous les fonds, à dépenser l'argent. Donc le problème, ce n'est pas vraiment ça. C'est de trouver des projets qui sont compatibles avec la transition écologique et la transition énergétique. Vous avez parlé d'aider les familles, les foyers polynésiens. Pour les foyers polynésiens les plus modestes qui sont confrontés à l'inflation, comment est-ce que vous pouvez leur apporter votre aide? Là, on est typiquement dans une compétence du pays. Donc nous, effectivement, l'État ne va pas aller sur les compétences du pays. Nous, ce qu'on fait, on essaye aussi d'aider le pays, de confronter à des difficultés, par exemple, de financement de la CPS. Le président Fritsch a demandé 5 milliards de francs pacifiques par an pendant 3 ans. Donc là aussi, ce sont des sommes très importantes qui sont à l'arbitrage. Mais moi, j'ai bon espoir qu'on y arrive. Pour en rester avec la CPS, la Caisse de prévoyance sociale du pays compte aussi sur les frais médicaux que la CPS a engagés pour les victimes du nucléaire. Vous avez dit dès votre arrivée qu'il y a un accord de principe de l'État. Comment est-ce que ça va s'organiser? Alors, non seulement il y a un accord de principe, mais grâce à la nouvelle organisation mise en place, on a de plus en plus de personnes à qui on reconnaît des maladies, des cancers dus aux essais nucléaires. Il y en avait 200 en 10 ans.
là, avec la mise en place de la mission au commissariat Aller Vert, sont des jeunes Polynésiens et Polynésiennes qui travaillent pour nous et qui vont au Tuamotu-Gambier et qui sonnent, qui font du porte-à-porte, qui remplissent les dossiers pour les gens. Ben, on a réussi en moins de 6 mois à faire 130 dossiers. Donc il va y avoir de plus en plus de dossiers. Ça, je pense que ça peut satisfaire tout le monde. Et deuxièmement, pour chacun de ces dossiers, la sécurité sociale remboursera les frais médicaux à la CPS. Nous ne sommes pas loin d'un accord avec la CPS sur un montant forfaitaire, parce qu'on ne va pas rechercher tous les papiers, mais voilà, on est à peu près d'accord sur le montant forfaitaire qu'on pourrait verser par cancer. Maintenant, j'attends encore quand même un mandat de négociation officiel du gouvernement pour finaliser cet accord, mais là aussi, je suis plutôt optimiste. Alors, Monsieur le Haut-Commissaire, j'aimerais bien aussi qu'on vienne sur la surretraite des fonctionnaires d'État au Fénois, la fameuse ITR, qui doit s'éteindre en 2028. Les syndicats demandent une suspension de la réforme et la mise en place de mesures transitoires. Quelle est votre approche sur le sujet? Le chef de l'État a promis effectivement la mise en place d'un groupe de travail qui s'est réuni à Paris le 15 mars. Il est composé de 8 députés, enfin 8 parlementaires et de 7 organisations syndicales. Le problème, c'est que, comme vous le savez, pendant 3 mois, les parlementaires n'ont pas siégé. Il y a eu des élections, il y en a qui ont été battues. Donc il faut redésigner les parlementaires pour la deuxième réunion du groupe de travail. Mais j'ai bon espoir de pouvoir annoncer dans les prochaines semaines la date de la deuxième réunion du groupe de travail. Il y en aura un troisième. Et tout ça doit bien évidemment s'articuler avec des travaux qui ont lieu dans les autres outre-mer et la réforme globale des retraites. Donc c'est pour ça que tout ça est un peu compliqué. Initialement, l'ITR devait être revue à l'occasion de la réforme des retraites au niveau national. Mais celle-ci n'a pas eu lieu, d'où le retard qui a été pris. Autre domaine, le président Edouard Fritsch est actuellement au sommet des îles du Pacifique à Washington. Alors que les tensions sino-américaines s'accentuent dans la zone Indo-Pacifique, comment la France se positionne-t-elle vis-à-vis de ces deux superpuissances? Alors, c'est une position assez classique de la France. On est pour le multilatéralisme, c'est-à-dire qu'on essaye de sortir de la confrontation entre deux blocs. Le deuxième point, c'est qu'on considère que nos pays ultramarins français dans le Pacifique sont des atouts et des points d'appui. Et le troisième point, c'est que nous n'avons pas rallié l'initiative américaine parce que l'initiative américaine a oublié toutes les initiatives déjà en cours dans le Pacifique et notamment ce qui se passe en Polynésie française. Donc il y a des discussions entre Américains et Français de manière à voir s'ils pourraient un petit peu engager les choses autrement. Mais notre tradition, nous, c'est de ne pas rallier un grand bloc. C'est notre tradition, je dirais, gaullienne, qui remonte à maintenant un demi-siècle. Et quoi qu'il en soit, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la paix dans les années à venir? On vit dans un monde, pour employer un autre terme, de diplomates multipolaires, donc de plus en plus instable, de plus en plus dangereux. Les principaux foyers de tension sont en ce moment, vous le savez, à l'est de l'Europe, peut-être demain en Asie. En tout cas, la Polynésie française n'est pas au cœur pour l'instant des enjeux de belligérance, on va dire. Même si, bien évidemment, un certain nombre de grandes puissances s'intéressent à cette très belle, à ce très beau territoire. On va veiller au grain. Alors, on revient à Tahiti, Monsieur le Haut-Commissaire. Oui. Le gouvernement doit aujourd'hui composer avec 3 députés indépendantistes élus aux dernières législatives. Les territoriales de 2023 s'annoncent incertaines quant à l'issue des votes. Cette situation politique, est-ce une source d'inquiétude pour l'État? Non, je suis le garant de la neutralité, de la bonne organisation des élections, de la qualité des débats. Je n'ai pas à prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Quel que soit le vainqueur, il est évident que l'État continuera à travailler avec le pays. Je souligne simplement quand même que le statut d'autonomie a des vertus. C'est lui qui a permis à l'État d'aider massivement la Polynésie au titre de la solidarité nationale. Je rappelle 34 milliards d'euros d'aide aux entreprises, 50 milliards de prêts garantis par l'État. Et puis c'est un statut, l'article 18 de la loi organique permet de protéger l'emploi local. Il y a d'ailleurs une loi de pays. Et l'article 19 donne aussi des outils au pays pour protéger le foncier. Donc je trouve que pour l'instant, ce statut joue son rôle. Monsieur le Haut-Commissaire, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Maruru. Maruru.